L'objectif de cette table ronde très ambitieux, c'est d'arriver à lancer un chantier finalement qu'on veut construire avec la métropole du Grand Paris et qui consistera qui aboutira à un baromètre de la décarbonation qui vise donc c'est assez complexe, mais à prendre en compte les trajectoires de réduction de la production de gaz à effet de serre tels qu'ils existent dans les différents schémas, les objectifs nombreux fixés par les textes nationaux, régionaux, etc. À l'heure de la COP, il nous a semblé que c'était pas débile, si je peux parler de façon triviale, de faire ça à l'heure de la CRE. Frédéric, je sais que vous en parlez souvent. Je ne sais pas si elle s'est réunie, je crois pas. La COP a fini par se réunir, mais la CRE, je ne crois pas. Mais on va le faire. Et donc l'idée, on en parlait avec Christelle Inserguex, n'est pas du tout de nous substituer, parce qu'on n'en a pas du tout la compétence, à des producteurs de données, même si certains outils pourraient voir le jour sur des sujets bien spécifiques, notamment intercommunaux et communaux. Mais l'outil est de mettre en débat, de mettre en lumière les indicateurs les plus saillants, avec l'ambition, puisque nous sommes un média, de faire partager au plus grand nombre ce débat capital, sans mauvais jeu de mots, ce débat totalement vital, même sans dramatiser pour les générations futures. Chacun a bien compris l'importance du sujet, et on s'est dit au Journal du Grand Paris qu'il était temps de donner des éléments tangibles, des éléments, des métriques pour savoir de quoi on parlait, pour savoir où sont les gisements, pour aider chacun à s'approprier. Et c'était j'allais plus dire presque amusant, lors de la table précédente, d'entendre à quel point les interlocuteurs parlaient de la rareté du foncier. Un des indicateurs qu'on a ébauché en préparant ces rencontres avec Thomas Bonnour, vous en parlerez sans doute, était de se dire pourquoi on ne ferait pas un indicateur de quantité de mètres carrés consommés de foncier par kilowattheure produit. C'est tout à fait à l'heure de la discussion, à l'heure du débat, rien n'est figé. Je voudrais vous passer la parole tout de suite, Christelle Inserguex, parce que vous, ces questions, c'est votre quotidien à l'AREC et avec le Rose, et vous me disiez en préparant cette matinée à quel point, quelque part, il y avait presque une mode de la data, parfois pas forcément très avec des attendus pas tellement précis, et à quel point ces questions étaient sérieuses, nécessité aussi de la ressource humaine pour mettre les pieds dans le plat. Peut-être que vous pouvez nous dire comment vous regardez ce sujet dont j'ai brossé un peu le contexte. Bien, déjà merci et bonjour à toutes et à tous. Déjà 2 mots de l'AREC, puisque l'AREC c'est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région, qui est une agence régionale d'urbanisme et d'environnement, et dont le rôle, la mission essentielle évidemment, est de réaliser des études, produire des données. Donc c'est notre quotidien pour aider les territoires, les élus à prendre des décisions et à élaborer leurs politiques publiques aux différentes échelles, évidemment en premier lieu l'échelle régionale et puis auprès des différents territoires qui constituent l'Île-de-France. Alors, c'est vrai que sur les questions de transition énergétique, de climat, la question de l'observation, vous l'avez dit, elle est cruciale. Vous avez remis en avant des objectifs qui sont fixés à l'échelle nationale, et notamment l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec des déclinaisons, on va dire, temporelles, et notamment première échéance 2030 qui a été rappelée. Nous sommes actuellement dans un exercice, enfin en tout cas l'État et la région, dans un exercice de révision du SRCAE, le schéma régional climat air énergie, qui va fixer la trajectoire pour l'Île-de-France en matière justement de production d'énergie renouvelable, réduction des consommations d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce schéma a d'autres ambitions également, puisqu'il fixe des objectifs aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique, d'amélioration de la qualité de l'air. Mais en tout cas, évidemment, pour à la fois, au moment de l'élaboration de ces schémas, on a besoin de données, donc d'indicateurs en entrée pour dresser un état des lieux, une photographie. On a besoin également ensuite de données pour fixer des objectifs, et notamment vous reparliez de la question des gisements, ça en fait partie, c'est un élément, mais il y en a d'autres qui rentrent en ligne de compte.
Et effectivement, une fois qu'on va se lancer dans un exercice d'évaluation pour voir dans quelle mesure on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on a à nouveau besoin de données. Alors, au niveau de la région Île-de-France et la DREAT ont souhaité, il y a plusieurs années de ça, mettre en place un outil qui permette effectivement d'assurer cette production de données et qui soient effectivement des données dites de référence, d'où la mise en place d'un observatoire régional, donc vous rappeliez l'existence du ROSE, donc qui est le réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, et donc qui est un dispositif partenarial. Certes, il est copiloté par la région Île-de-France et l'État, mais il associe un certain nombre de partenaires essentiels, dont certains sont ici présents autour de la table. Donc effectivement, on va dire qu'aux côtés de la région et de l'État, on a l'ADEME Île-de-France et la métropole du Grand Paris, l'Institut Paris Région, Air Paris également, et ensuite on va retrouver RTE, Enedis, GRDF, GRT Gaz, EDF, Île-de-France Mobilité et la CCI Paris Région Île-de-France. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez nous le décrire en quelques mots, la granulométrie, jusqu'où vous descendez avec cet observatoire, et le type de, à grands traits, le type de données que vous parvenez à produire. Oui, bien sûr. Alors, on est, quand je disais, on produit des données de référence. Ce sont des inventaires qui sont produits chaque année. On a un nouveau millésime, donc c'est un travail dans la durée. Des inventaires sur les consommations d'énergie en Île-de-France, donc à la fois par secteur, par type d'énergie. Les inventaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, également par secteur. Et les données de production d'énergie en Île-de-France également, et notamment de production d'énergie renouvelable. Donc on dresse des indicateurs à l'échelle régionale, mais qui sont également territorialisés. Et donc on a un outil qui est développé par l'Institut Paris Région et SIG, qui permet d'accéder pour l'ensemble des territoires à leurs données jusqu'à l'échelle communale. Ce point est particulièrement important puisque je faisais référence au SRCAE, mais en matière de planification, on a également un rôle crucial des intercommunalités qui doivent mettre en œuvre, en place et ensuite décliner sur leur territoire des plans climat, air, énergie territoriaux. Alors on en a également à l'échelle de la métropole puisqu'on a un plan climat énergie au niveau métropolitain et à l'échelle ensuite des EPT. Mais ça représente environ une soixantaine de plans climat en Île-de-France qui sont à réaliser. On est à plus de la moitié. Il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas élaborés. Mais tout ça pour dire qu'il doit y avoir évidemment une cohérence et ces plans climat doivent évidemment être compatibles avec le schéma régional dont je parlais précédemment. Et finalement, leurs objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs qui sont fixés à l'échelle régionale. Et donc, on a finalement cette question de l'articulation des échelles et de, évidemment, s'appuyer sur les mêmes types de données lorsqu'on élabore les diagnostics, y compris territoriaux, et qu'on va travailler ensuite sur les exercices de suivi-évaluation. Et donc, le ROSE permet de faire ce travail-là à travers cette mise à disposition des données. Quels sont, même si c'est pas forcément très facile à définir, mais les grands, vos principaux indicateurs, les piliers, les choses que vous regardez le plus, qui sont le plus signifiants pour vous, est-ce que c'est je crois que c'est le GIEC qui, rapport après rapport, alarme sur le fait que les trajectoires des grands accords internationaux ne sont pas respectées. Et vous appuyez sur quel type c'est la production de données, c'est la production de gaz à effet de serre en tonnes que vous mesurez chaque année et vous constatez son évolution. Et même question sur la production d'énergie renouvelable en Île-de-France. Je crois qu'on est une région qui est très en retard. Vos métriques permettent de le constater? Ça a été largement débattu. La région Île-de-France est une région dépendante énergétiquement.
on va dire la dépendance, elle s'évalue à environ 90%, c'est-à-dire on produit 10-12% d'énergie, et dans cette production, il reste une production d'énergie fossile et évidemment de la production d'énergie renouvelable qui est en augmentation. Donc effectivement, les travaux du ROSE permettent de suivre ces évolutions en matière de production d'énergie par type d'énergie et pour les différentes énergies renouvelables, sachant que finalement très majoritairement aujourd'hui en Île-de-France, la production d'énergie renouvelable est une production de chaleur. C'est vraiment à 90%, c'est de la production de chaleur qui ressort. Donc, c'est Airparif, qui est un partenaire de l'Observatoire, qui permet de suivre les évolutions en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, en s'appuyant sur ces méthodologies et en lien avec sa mission aussi de suivi de la qualité de l'air en Île-de-France. Donc on a des indicateurs, les indicateurs que je vous signalais qui correspondent au tableau de bord un petit peu régional sur les consos, les productions, c'est celles que l'on suit. Notre ambition, c'est de pouvoir évidemment, au-delà des photographies, d'état des lieux qu'on peut faire et du suivi des évolutions, c'est de pouvoir enrichir effectivement cette production de données, notamment sur le scope 3, puisqu'on est essentiellement sur les scopes 1 et 2, donc les données territorialisées, et effectivement de pouvoir renforcer l'analyse qui peut découler, les explications en fait, qui vont permettre de comprendre pourquoi et comment on évolue ou pourquoi on n'évolue pas assez vite. Voilà. Il y a une tension sur vos ressources, y compris humaines. Vous êtes débordé par une demande toujours plus grande de data. Allez-y, c'est le moment. Et évidemment, on a l'impression, pour l'usager de la donnée, ça paraît simple, on appuie sur un bouton, on a des outils qui peuvent être très intéressants, qui permettent d'accéder à cette donnée territorialisée. Donc, mais derrière, effectivement, il y a des moyens humains et techniques qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour déjà actualiser la donnée qu'on a mis en place. Et on est dans des réflexions collectivement avec l'ensemble des partenaires de l'Observatoire pour envisager de nouvelles pistes, justement, de renforcement des moyens dédiés, et justement pour pouvoir tous ensemble produire davantage et mettre aussi davantage en visibilité cet outil que vous n'aviez pas forcément bien identifié. Parce que parfois on ironise sur l'INSEE qui n'a pas des données de première fraîcheur. Vous-même, vos analyses, vos données portent sur quelles années ? Là actuellement, alors sur les données de production d'énergie, on est sur les données, on a en disponibilité les données 2022 et sur les consommations-émissions 2021. Très bien, merci beaucoup. Qui veut intervenir à ce stade? Frédéric Gouraud, comment vous voyez ce débat sur l'accélération, puisque c'est de ça dont il est question, quels indicateurs, c'est la question concrète, mais cette CRE qui ne se réunit pas et qui est censée, ou qui va bien finir par se réunir, mais qui est censée, si j'ai bien compris, mais je peux là aussi me tromper, qui est en lien avec l'identification de zones d'accélération des énergies renouvelables prévu par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables. Comment arriver à accélérer finalement, c'est ça ma question au final, cette production d'énergie renouvelable. Vous, à Enedis, vous êtes un acteur clé puisque vous raccordez les nouvelles, qu'il s'agisse des IRVE ou des équipements divers. Merci. Merci Jacques pour l'invitation, pour ce sujet délicat, vous l'avez dit au début. J'aurais juste, avant de répondre sur le comité régional de l'énergie, est-ce qu'on est en droit d'attendre ou d'espérer, puisqu'il n'a pas été installé, et sur le rôle d'Enedis par rapport à la transition énergétique, sur la décarbonation. Ce qui est vraiment, nous, notre fil principal, notre driver principal au sein d'Enedis, c'est de viser la neutralité carbone en 2050. Ce que j'aurais rappelé, c'est que les chiffres ont été récemment sortis. En 2023, l'électricité en France est décarbonée à 92%.
Donc déjà, électrifier, ça fait partie de la solution pour décarboner. Et si on passe à l'Île-de-France, on sait que les deux postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les bâtiments et les transports. Ça a été dit à la première table ronde. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on a un tiers de gaz, un tiers de pétrole, un tiers d'élec. Et donc, passer à l'élec, aujourd'hui déjà, sans parler des ENR, on va en reparler, ou de la loi d'accélération des ENR, c'est décarboné. Donc, je pense qu'au niveau des indicateurs, parce que c'est l'objectif ambitieux de la table, je crois qu'il faut qu'il y ait des indicateurs sur la décarbonation des logements, du chauffage, des bâtiments. Et puis au niveau des transports, alors il y a plein de vecteurs pour décarboner les transports. La marche à pied, c'est le meilleur, le vélo, les transports en commun, et le Grand Paris Express va nous aider. Mais il y a également le passage de voitures thermiques à voitures électriques. Et je crois que si on arrivait, et aujourd'hui c'est compliqué mais on y travaille, je parlerai après du rôle d'Enedis en tant qu'opérateur de données, si on arrivait à mesurer la consommation électrique des bornes de recharge, toutes bornes de recharge en Ile-de-France chaque année, ça permettrait de savoir quelle est la part de décarbonation chaque année des transports au sens passage du thermique fossile donc à l'électricité. Donc voilà, pour moi, les deux sujets quand même qu'il faut avoir en visibilité, bâtiment, passage à des modes de chauffage non fossiles, non carbonés, et puis transport. Sur la partie raccordement des ENR, je la fais un peu dans le désordre, hein. Enedis, effectivement, on a mis en place, alors on n'a pas été très créatif, vous allez dire, dans le nom de notre projet, on a mis en place un projet interne qui s'appelle Accélération des ENR, qui est le nom de la loi, pour justement se mettre en ordre de bataille, nos 38 000 salariés, pour raccorder un maximum d'ENR sur le réseau. Aujourd'hui, à peu près 90% des ENR en France sont raccordés sur le réseau Enedis. L'objectif qu'il faut atteindre, si on prend le discours de notre président de la République de Belfort et si on prend aussi les perspectives, les prospectives de RTE, en tout cas le scénario qui semble retenu, il faut qu'on raccorde chaque année entre 5 et 6 gigawatts au niveau national d'ENR. L'an dernier, on a fait 4,2. Juste pour vous donner une idée, il y a 2 ans, on était à 2. Il faut qu'on passe entre 5 et 6. L'an dernier, on était à 4,2 sur le niveau national. On espère s'approcher des 5 chaque année. Donc, on a mis en place, on a tendu toutes les ressources de l'entreprise, que ce soit sur le matériel, sur la réalisation, sur le suivi de projet. En fait, on essaye d'industrialiser une capacité à raccorder beaucoup. Donc, on est vraiment au cœur de cette action-là. Sur l'Île-de-France, il y a un gisement très important avec les toitures, avec les parkings, avec des obligations législatives aujourd'hui, avec beaucoup de logistique. Après, je partage ce qui a été dit à la première table ronde. Est-ce que c'est très grave si l'Île-de-France reste dépendante en termes d'électricité des autres régions françaises? Le réseau, que ce soit celui de RTE ou celui d'Enedis, est là pour ça. Je ne suis pas persuadé que ça soit l'objectif premier pour décarboner. Et juste pour terminer, pour répondre à votre question sur l'empilement un peu, alors je le dis volontairement mal parce que ça ne doit pas... J'espère que dans les faits, ça ne va pas être pris comme ça. Des exercices de planification qui sont complètement indispensables. On a parlé du plan métropolitain RNénergie, on a parlé, Christelle parlait des PCAET, du SRCAE. Donc il y a un certain nombre d'exercices qui sont très pertinents parce qu'ils doivent éclairer l'avenir. Au milieu arrive une COP qui s'est effectivement tenue avec un exercice qui doit se terminer en septembre 2024 pour l'ensemble des régions. Le CRE, le Comité régional de l'énergie, qui n'est pas encore installé, c'est un exercice tel qu'on l'imagine aujourd'hui, qui est beaucoup plus dans la durée que la COP, qui a une durée de temps limitée. Et donc, le Comité régional de l'énergie doit permettre d'avoir une vision qui réconcilie l'ensemble des exercices de planification. C'est vrai que le premier sujet, vous l'avez dit, ça sera peut-être de valider des zones d'accélération qui sont déterminées par les communes, de manière collective au niveau des EPCI, remonter au niveau départemental et régional. Donc le premier sujet que les CRE devront, les CRE régionaux, hein, ils se sont tenus dans la plupart des régions françaises, abordent, c'est bien cette validation des zones d'accélération. C'est quoi ces zones d'accélération? C'est les territoires qui, à un moment donné, après concertation interne, disent aux investisseurs, si vous venez ici pour investir sur de l'ENR, quel que soit l'ENR, vous serez bien accueillis. Donc ça doit permettre de faciliter des projets qui aujourd'hui, ça a été dit hein, à la première table, prennent du temps.
Donc voilà, on est à la fois positionné pour accorder un maximum, on est bien sûr dans ces instances pour essayer d'apporter notre expertise sur le réseau et sur notre rôle, j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps, d'opérateur de données responsable. On a été parmi les premiers en 2015 à mettre beaucoup de données en open data. Mais voilà, je pourrais y revenir sur le type de données. Allez-y, cher Frédéric, on est au cœur du sujet. Quelles sont ces données? Comment vous les... C'est quelque chose qu'on met pas... Enfin, si, on le met en avant, mais on met beaucoup plus en avant ce que je disais juste avant, notre capacité à raccorder les IRVE, raccorder les ENR, parce que là, on a tendu toute l'entreprise pour être au rendez-vous d'une performance industrielle. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en 2015, dès 2015, Enedis a été parmi les premiers, voire le premier énergéticien en Europe, à mettre autant de données en open data. Aujourd'hui, on a plus de 73 jeux de données qui sont accessibles à tous, à vous tous, qui sont mis à jour tous les 3 mois, qui sont issus, bien sûr, principalement du compteur Linky. Et donc, ces jeux de données, c'est vraiment des données brutes qui permettent à tout le monde de s'y approprier. Donc, on les enrichit en permanence. En ce moment, on est en train de réfléchir autour de la mobilité élec, les consommations que j'évoquais tout à l'heure. Puis on s'est dit, c'est bien, mais il faut faire plus. Il faut être capable parfois de donner un peu plus d'analyse avec ces données, notamment aux collectivités locales. On le fait. On fait un certain nombre d'open services qui va permettre, par exemple, à un territoire de prendre un territoire équivalent en France, avec un certain nombre de critères qui permettent de les comparer, pour voir en termes de consommation d'énergie ou de trajectoire de transition énergétique, comment ils se positionnent. Et puis on va même plus loin. On a créé l'an dernier l'Observatoire français de la transition énergétique, alimenté avec les mêmes données que notre open data, où là, pour le coup, on va analyser et éditorialiser ces données brutes pour donner notre analyse. On verra peut-être comment certaines peuvent alimenter ce le baromètre. Rose, par exemple. Non, le baromètre qu'on veut faire nous ici dans le cadre des assises aussi. Oui, ça devrait être possible. Thomas Bonnour, comment vous voyez ces questions d'accélération de la production d'énergie renouvelable en Île-de-France, même si j'ai bien entendu qu'il n'était pas forcément dramatique qu'on l'importe largement, mais enfin néanmoins quand même, il y a autant exploiter les... Je crois que vous vous intéressez notamment aux toitures, vous allez nous dire un peu comment vous voyez ça, et puis deuxième question, comment vous voyez l'intérêt d'indicateurs? On évoquait, je ne sais pas si c'est toujours pertinent à vos yeux, cette question d'intensité du foncier quoi, pour la production d'ENR. Très bien, bonjour à tous. Merci déjà en effet pour l'invitation. Déjà, je vais commencer par présenter la structure que je représente aujourd'hui, puisque bon, par rapport aux autres logos qui sont présents sur cette slide, on est de loin le moins connu, Île-de-France Énergie et Territoire, une filiale de la foncière régionale Investissement et Territoire. On est créé depuis le 28 décembre 2023. Donc voilà, on est tout récent, tout frais. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on existe? Donc c'est une initiative de la région Île-de-France pour, justement partant d'un certain nombre de constats qui ont été rappelés déjà de nombreuses reprises au cours des 2 premières tables rondes, c'est la nécessité de venir débloquer les projets en complémentarité de la politique de subvention ou de planification de la région, de venir en amont, d'aller dans l'opérationnel, d'aller au contact des projets le plus tôt possible, parce qu'il y a un enjeu clé qui est évidemment le foncier. Voilà. On sait que pour faire sortir les projets d'ENR en Île-de-France, on a cette problématique d'accès au foncier. Donc c'est aussi tout le sens d'être adossé à la foncière de la région, c'est qu'on connaît le foncier, on connaît les acteurs, et il faut aller les chercher. Alors sur la souveraineté, on a aussi le droit d'être ambitieux, et on parlait tout à l'heure de donner sa part, l'Île-de-France veut évidemment apporter sa pierre à cet enjeu de développement des ENR. Il faut aller le plus loin et le plus vite possible. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de venir débloquer les fonciers. Parce qu'on les connaît, on connaît les propriétaires fonciers. Il y a un autre enjeu qui est important, c'est ce rôle, cette marque aussi Île-de-France, c'est ce rôle de tiers de confiance auprès de ces acteurs, parce que ils sont confrontés à la variabilité des prix de l'énergie. Hein, ça a été beaucoup abordé sur les premiers temps. Donc, cette problématique de l'énergie, notamment pour les propriétaires de bâtiments, elle est essentielle. Elle a été cruellement rappelée du coup en 2022. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a des demandes de plus en plus fortes. Alors, quand c'est des propriétaires privés, de leurs actionnaires, quand c'est des acteurs publics, des élus aussi pour se pencher évidemment sur cette question du renouvelable. Il y a des obligations réglementaires avec le décret tertiaire. Donc ils ont besoin d'y aller, mais c'est pas leur cœur de métier. C'est un monde complexe. Hein. On le voit au travers de cette table ronde. L'énergie est complexe. Et en face, ils ont une multitude d'acteurs, des fois plus ou moins sérieux, et très spécialisés.
Donc ils viennent leur parler de sous-sujets. Nous, on fait de l'ombrière, nous, on fait de la toiture, nous, on fait de l'efficacité, nous, on va vous parler de l'usage de vos bâtiments, etc. Donc en plus, pour débloquer ces fonciers, il faut accompagner ces propriétaires de fonciers. Il faut leur donner de la visibilité. Et c'est là que notre rôle de tiers de confiance... Non, juste une question. Oui. Là où je suis surpris, c'est que l'Île-de-France, quand même une grande région, enfin pas une grande région relativement aux autres, mais il y a beaucoup de zones agricoles. Le foncier, il est tendu partout. Moi, je pensais que le foncier en Île-de-France était tendu quand même plus en zone dense et qu'il y avait quand même de la matière. Mais je me trompe alors. Il y a le foncier et il y a la disponibilité du foncier. Tout foncier on peut même considérer philosophiquement que tout foncier est disponible. C'est juste plus ou moins difficile d'y avoir accès. Mais vous pouvez essayer de mettre du panneau photovoltaïque sur le château de Versailles, mais ça va vous prendre. J'espère que vous n'y arriverez jamais déjà. Et puis voilà. Donc, par définition, tout est disponible, mais c'est plus ou moins compliqué. Donc nous, on est là justement pour faciliter de l'accès à du foncier. Une autre particularité de la région Île-de-France, et ça revient aussi sur cette question de faire du lien entre efficacité et donc baisse des consommations et production, qui est essentielle. C'est aussi une autre particularité qu'on a dans notre accompagnement, c'est que la région Île-de-France, une autre particularité, c'est l'usage. On parle de l'enjeu d'électrification, on a parlé de bâtiments, on a parlé de mobilité. La région Île-de-France, c'est aussi une concentration d'usage qui est exceptionnelle. On n'a pas parlé d'hydrogène aujourd'hui, mais par exemple sur une filière comme l'hydrogène, on sait que la région Île-de-France joue un rôle parce que c'est là que sont les mobilités en grande concentration et c'est là qu'on peut massifier aussi. Donc nous aussi dans notre approche, investissement et territoire, la maison mère a aussi cette connaissance de l'efficacité énergétique des bâtiments, peut accompagner les propriétaires fonciers sur l'usage, sur des changements d'équipement, sur la rénovation lourde, en tout cas leur donner une vision intégrée, efficacité et production, et aussi en ingénierie financière. Et c'est là qu'on peut nous intervenir en fonds propres, mais c'est de leur parler aussi C2E, de leur parler subventions, de leur parler prêts, et de leur parler fonds propres, et de leur expliquer comment c'est possible de passer à l'action. Voilà, donc en tout cas, notre proposition, en quoi ça vient répondre à un besoin spécifique, notamment sur le foncier de l'Île-de-France et sur les usages. Et pour revenir sur le thème de la table ronde, désolé, même si j'y mettais déjà un petit peu les pieds, parce que c'est ça. Alors, je pense qu'en effet, Christelle, on a beaucoup parlé, on connaît les indicateurs. Vous parliez tout à l'heure d'indicateurs production ramenée au mètre carré consommé. Alors, ils existent, hein, ils sont là, on sait ce que va consommer de la géothermie, du photovoltaïque, de l'éolien en termes de foncier. Et d'ailleurs, la géothermie, qui est une autre particularité de l'Île-de-France. Quel est le plus efficace alors la géothermie, hein, a priori, en termes de consommation de foncier, qui est justement aussi cette particularité de l'Île-de-France, qui fait donc que c'est une des priorités de développement de l'Île-de-France, très clairement. Vous intervenez vous-même Nous, sur on la intervient géothermie aussi sur la géothermie. C'est dans notre feuille de route une des priorités. Mais excusez-moi si vous l'avez dit, vous prenez des parts en fonds propres, c'est votre façon d'investir. Voilà, on prend des parts en fonds propres dans des sociétés de projets qui peuvent être créées. Alors actuellement plutôt sur des projets de production de NR pur, mais l'idée est aussi d'aller sur des bâtiments tertiaires et des gros propriétaires de bâtiments tertiaires pour être en articulation avec la maison mère qui travaille sur de l'efficacité énergétique. Voilà, je ne sais pas si on a ce double travail efficacité énergétique au niveau de la maison mère, Île-de-France Investissement et Territoire, qui est la foncière, et Île-de-France Énergie et Territoire, qui elle investit en fonds propres. Voilà. Alors pour revenir sur les indicateurs, nous du coup on intervient aussi au niveau des projets. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà beaucoup de choses, on a des indicateurs, on a des métriques, on les mesure. Ce qui est difficile après, c'est aussi le changement d'échelle. C'est-à-dire que le SGPE a fait un gros travail en effet sur le mix, les cibles, etc. à traduire après au niveau de la région. Donc c'est là le travail aussi. Secrétariat général de la planification écologique, au cas où certains l'ignorent encore. Donc là, il y a un travail de venir prendre en compte les spécificités de la région Île-de-France dans la traduction de ces objectifs au niveau francilien, dans la révision du SRCE. Et puis après, il y a passé à l'échelle du dessous, qui est l'échelle sur laquelle nous on travaille, c'est l'échelle du projet. Et là, il y a un travail énorme parce que le projet finit par être un peu le réceptacle de tous les indicateurs. Et on parle là, évidemment, de décarboner sur la production de CO2, combien on produit de NR. Mais en effet, il faut aller prendre, quand on arrive au niveau du projet, il y a les enjeux de consommation de foncier. Et puis, il y a d'autres enjeux qui ont été un petit peu abordés, qui sont des enjeux plus aussi extra-financiers sur d'autres thématiques environnementales. Alors, sur le foncier, forcément, la biodiversité sont aussi des choses essentielles. Quand on parle de disponibilité de foncier, c'est
quels sont nos impacts environnementaux? Vous avez évoqué l'agrivoltaïsme, c'est voilà, quel impact sur l'environnement agricole, ça c'est prévu par le décret, quels impacts sur la biodiversité. Vous avez des impacts aussi sociaux. La présidente de région a pris une position très claire aussi lors de la dernière commission permanente sur l'origine des panneaux photovoltaïques. On sait en effet que le prix du panneau chinois, qui est beaucoup moins cher, il est aussi lié potentiellement à du travail forcé et à des impacts sociaux qui sont très importants. Donc ça, c'est aussi... Et l'impact en plus de ce dumping sur la filière française et européenne est aussi dramatique. Donc là, il y a aussi d'autres paramètres qu'il va falloir intégrer. Donc sur les indicateurs, en tout cas, là, on est dans une ligne de nage décarbonation énergie, mais il y en a d'autres qui sont aussi impactés. Donc le foncier, la biodiversité, l'économie circulaire, on pourrait en citer plein d'autres. Et les projets sont le réceptacle de tout ça. Et donc c'est aussi essentiel d'arriver à faire ce changement d'échelle entre le national, la région, mais après, quand on arrive au projet, on est dans un niveau de complexité où on doit venir résoudre un petit peu toutes les équations. Et c'est pas facile. Voilà. Mais c'est le but de la COP, là, de faire ce changement d'échelle, non, de mettre à l'échelle régionale la planification du SGPE. Voilà, ça c'est un objectif de la COP. Moi, je me place à une autre échelle, du coup, qui est plus celle des projets après qu'on vient venir. Non, mais c'est très intéressant. Séverine, Laurent, comment vous voyez ces choses à RTE? Alors vous un peu comme Edith, il vous arrive de raccorder les grosses installations et puis vous êtes garant de l'équilibre en transportant, comme on le sait, l'électricité. Comment vous voyez ces questions? On a beaucoup parlé l'an dernier. Vous étiez déjà actif dans ces assises des data centers qui sont un enjeu majeur dont vous allez peut-être nous parler et qui pourrait peut-être faire l'objet d'un indicateur dans ce baromètre dont on parle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jacques. Oui, peut-être avant d'arriver effectivement sur la question des data centers qui est cruciale pour l'Île-de-France, mais pas que pour l'Île-de-France. D'abord, on l'a dit, l'Île-de-France importe son énergie. C'est vrai aussi pour l'énergie électrique qui est importée en gros à 95%, mais c'est pas forcément un problème puisque finalement il y a une infrastructure qui s'appelle le réseau et la fonction du réseau électrique, c'est bien finalement de permettre à la production où elle est, la consommation où elle est, que tout ça fonctionne bien et soit mis en regard. Donc déjà, la première chose sur la partie décarbonation, il y a effectivement le développement des énergies renouvelables. Le réseau de transport peut tout à fait accueillir des énergies renouvelables sur la région Île-de-France. Il n'y a pas de problème. Il y a un schéma qui s'appelle un S30NR qui va bientôt devoir être révisé en ligne avec les objectifs du SRCAE, qui fait l'objet de bilans annuels et autres. Là, déjà, ça peut être des indicateurs, effectivement, pour suivre les installations d'ENR. Mais comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, finalement, la question, elle n'est pas forcément territoriale. Il faut développer des ENR. Il faut que la région Île-de-France prenne sa part de besoin d'énergie, enfin de production d'énergie, si on veut accélérer la décarbonation. Et une des manières d'accélérer, c'est de passer vers l'électricité. Donc que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, c'est bien. Il faut que la région prenne sa part, mais voilà, il y a les schémas. Vous avez employé un nouvel acronyme là que je connaissais. S30NR. C'est quoi, c'est un mot? Les S30NR, c'est les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Peut-être une dizaine d'années, c'est en fait ce qui a permis le déclenchement en fait du raccordement au réseau effectif des énergies renouvelables en étant en fait avec une vision un peu planifiée. Ça concerne les deux. Oui, les deux, c'est fait entre tout gestionnaire, distributeur et transport. En gros, l'idée, c'est régionalement, on se fixe des objectifs, des ambitions. Donc, c'est des énergies PV et éolien. On se fixe des ambitions, les gestionnaires de réseau mettent en face du réseau pour y répondre. On en définit une quote-part, en fait, au nombre, en divisant les investissements par l'ambition en termes de mégawatts. Et puis, ensuite, on suit, en fait, la réalisation de ce schéma et la création d'ouvrages potentiels pour permettre le raccordement des ENR. Donc ça existe depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a été assez novateur, ça a bien fonctionné. Voilà, sur l'Île-de-France, il y en a un aussi, il y en a dans toutes les régions, donc ça on peut le suivre déjà, et en tout cas le réseau électrique est là pour accueillir. Ensuite, l'autre partie de la décarbonation, c'est effectivement la partie consommation. Il y a deux choses, il y a la maîtrise des consommations, Sébastien en a parlé, donc il y a effectivement une question d'efficacité énergétique, et je pense que ce serait effectivement intéressant qu'on ait des indicateurs sur l'efficacité énergétique. Je crois qu'il y a des gros gisements dans le tertiaire, dans la gestion des bâtiments. Donc là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant à suivre. Il y a l'efficacité, il y a la sobriété aussi, avec peut-être là
quelque chose où il faut quand même aussi avoir un peu à l'esprit, c'est aussi, il y a quand même ce qu'on appelle de la sobriété subie. Et on peut baisser des indicateurs d'émissions de CO2, mais parce qu'il y a des entreprises qui ferment et qui vont peut-être se réouvrir ailleurs, dans un pays où la décarbonation est moins forte. Donc je pense que c'est aussi important de suivre ça à deux aspects. D'abord sur un aspect de souveraineté industrielle, de vérifier que ce n'est pas des entreprises qui ferment, et aussi dans un aspect environnemental, parce que finalement, si ces entreprises ouvrent ailleurs et ont une consommation carbonée, ben, finalement, on perd sur les deux tableaux. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose... c'est la question du scope 3 dont Christelle Sergex oui, parlait. Oui, c'est ça. Il faut à tout prix calculer ça, sinon ça n'a aucun sens. Exactement, et donc c'est un peu la même chose, le scope 3 qu'on peut retrouver sur les panneaux PV. C'est en gros faire de l'éolien, mais si finalement... l'empreinte globale, si la rentabilité, l'efficacité du panneau est pas terrible, on peut avoir des empreintes globales qui ne soient pas positives. Donc, je pense que c'est quelque chose où on a tous intérêt à le suivre. Déjà, pour les enjeux climatiques, parce qu'il y a quand même ceux-là qui sont, c'est quand même la réalité vers laquelle on va tous buter. Et puis aussi dans un souci aussi de souveraineté industrielle. Donc voilà. Donc ça, nous côté RTE, on a des bilans électriques qu'on fait tous les ans, qui sont régionalisés. Donc là aussi, c'est des informations évidemment qu'on peut partager avec plaisir avec la REC, pour aussi peut-être être plus fin derrière des données, pour pouvoir de manière plus fine bien analyser et comprendre les chiffres. Côté RTE aussi, on a pas mal de données et on commence à travailler sur leur mise en forme pour qu'il y ait effectivement un enseignement derrière et au-delà de la donnée brute. Et alors, vous parliez des data centers, je pense que peut-être on peut en parler parce que c'est effectivement une question. On raconte qu'ils rachètent le foncier jusqu'à 30 fois le prix de marché. Alors 30, puis, je ne sais pas, j'avais ils ont entendu. Des investissements tout à fait colossaux. Ouais, alors, oui. On est partenaire d'Amazon Web Services qui viendra lors du prochain matinée sur la ville numérique. Et ils nous disaient 10 milliards d'euros d'investissement en Ile-de-France d'ici 2030 pour bâtir leur futur data center. Oui. Alors c'est une question sur l'Île-de-France, parce qu'actuellement, l'Île-de-France consomme environ, en termes d'électricité, 63 TWh d'électricité. Si on projette tout ce qu'on a signé, tout ce qui est en service et tout ce qu'on a signé en termes de propositions techniques et financières avec des data centers, plus ceux qui sont en attente pour obtenir leur offre de raccordement, nous, on arrive à quelque chose qui est comme 40 TWh de consommation électrique supplémentaire pour une région qui actuellement en consomme 63. Donc c'est énorme. Il y a un véritable enjeu. À quelle date 2040. Ah oui. Donc tout à l'heure, Sébastien en parlait, la transition, pour la faire, il faut qu'on soit capable de mettre de la production décarbonée en face d'une consommation. Donc ça veut dire qu'il faut que ces consommations, on les maîtrise et que effectivement il y a un besoin avéré derrière et qu'on ait une bonne visibilité dessus. Donc là, pour l'instant, nous, tout ce qu'on voit comme demande sur les data centers, actuellement, on a en offre signé environ 4000 MW. La consommation à la pointe de Paris l'hiver, c'est environ 3200 MW. Donc on serait, si ces data centers consommaient ce qu'ils ont prévu, on serait supérieur à la consommation de Paris. Et si on additionne aussi ceux qui attendent leur PTF, donc qui ont déjà fait des préétudes et qui sont en phase de demande de raccordement, on est à peu près sur la pointe de la métropole du Grand Paris. Donc c'est une vraie question régionale en termes de consommation électrique, une vraie question en termes de consommation foncière. Donc même si ce sont effectivement des projets qui s'installent dans des zones artificialisées, voilà, donc ça c'est effectivement voilà quelque chose sur laquelle ils font vraiment attention à ça, et la DRIEAT aussi d'ailleurs vérifie que tout se passe bien. Mais il y a quand même une question effectivement d'optimisation de la consommation foncière. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est que finalement le foncier, il y en a pas mal. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on priorise. Et là, il y a peut-être une question dont on pourrait tous se saisir avec les porteurs de projets de data center, parce que c'est important aussi effectivement la souveraineté numérique. Mais là, il y a peut-être une question à suivre. Et en tout cas, je pense que sur la région, voire même pour la France, là on est, parce qu'il y a deux régions favorites, c'est l'Île-de-France et PACA. Je pense qu'il y a effectivement des enjeux un peu à suivre entre ce qui est demandé comme raccordement, ce qui arrive en termes de consommation et effectivement les conséquences foncières. Et on peut peut-être tous réfléchir peut-être à une rationalisation, une orientation en tenant compte de toutes les externalités, mais aussi des apports des data centers pour essayer d'être efficace dans les localisations et les consommations qui seront derrière.
Oui, et puis parce que il y a une possibilité de faire des petits data centers en cœur de ville. Il y a des pays qui ont ce choix. Non, en France, c'est pas tellement le sujet. Ça pourrait le devenir. Alors, ça a été un sujet. Hein, je crois qu'il y a des premiers data centers. Alors là, je vous invite à consulter. C'est des collègues de Christelle. Hein. Il y a une étude qui est sortie à l'automne, réalisée par l'Institut Paris Région, qui fait vraiment un super travail de diagnostic de tout ce qui existe sur le territoire francilien en termes de data centers. Donc oui, il y a des petits data centers qui existent. Les premiers data centers se sont plutôt installés en Seine-Saint-Denis, où il y avait en fait finalement des friches industrielles et de bâtiments en fait, et se sont insérés dans ces bâtiments. Là maintenant, on a changé d'échelle. Hein. On est sur des projets. Alors nous, côté RTE, on a des projets qui sont au-delà de 40 MW. C'est à partir de ce moment-là qu'ils viennent chez nous. Mais on a des projets qui peuvent demander 100, 200 MW de puissance de raccordement. Donc là, on voit qu'il y a une recherche de foncier. En fait, on s'éloigne de plus en plus du centre francilien pour trouver des fonciers de taille suffisante. Donc on est plutôt actuellement dans l'ère du gros data center, en fait, plutôt, avec effectivement des réflexions de leur côté aussi sur de l'efficacité énergétique, bien évidemment. Mais enfin, pour l'instant, nous, on répond à la demande, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les data centers, au vu de leur opportunité foncière, qui finalement fixent les endroits où ils vont arriver, et on y répond. On peut s'interroger, en tout cas d'un point de vue réseau, c'est pas forcément ce qui est optimum, et puis d'un point de vue foncier, c'est pas non plus forcément ce qui est optimum, puisque il y a peut-être des fonciers qui auraient d'autres finalités plus intéressantes à ces endroits-là. Donc voilà, on se rend compte que cette approche globale 360 degrés, pour reprendre une expression un peu à la mode, serait peut-être intéressante sur ce sujet-là. Très bien. Oui, parce qu'il y a une concentration très forte en Île-de-France, qui est liée aux autoroutes, en fait, du débit. Ils vont là où le débit est très élevé et il n'est pas élevé du tout partout, n'est-ce pas? Alors, ça, le sujet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, ils en parleront beaucoup mieux que moi la prochaine fois. Il y a effectivement ces notions de très grosses autoroutes qui passent évidemment depuis les États-Unis, qui arrivent vers les pays du Nord et qui vont ensuite plus à l'Est. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas qu'à, puisqu'il y a aussi des autoroutes en mer Méditerranée. Mais il y a aussi la nécessité d'être à côté finalement des clients. Il y a une question de latence et de rapidité pour avoir la donnée. Donc ça, c'est effectivement ce qui favorise l'Île-de-France. Et je pense que c'est une donnée technique et tout à fait, qu'on peut pas nier. Donc il faut bien qu'on intègre dans les réflexions. Ce qui peut peut-être un peu changer la donne de ce que j'ai compris, c'est peut-être l'intelligence artificielle, où pour le coup, ces questions de latence régulière sont moins importantes, et il est possible que les centres pour l'intelligence artificielle, pour toute la partie apprentissage, la région Île-de-France n'est pas forcément la meilleure région pour ça. C'est cette contrainte de latence et de proximité avec les clients est peut-être moins forte, et ça pourrait amener ces centres à se développer ailleurs, et donc il y a une meilleure répartition territoriale en termes de raccordement réseau, mais aussi en termes foncières. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une vraie nécessité d'être près de leurs clients, d'avoir des durées de réponse rapides, et puis de tripler, d'être en redondant sur 3 sites pour stocker leurs données. Donc là aussi, il y a peut-être des réflexions à avoir sur ce côté-là. Est-ce que c'est 100% des données qu'il faut dupliquer pour minimiser là aussi les consommations énergétiques? Voilà. Là, je pense qu'effectivement, sur la région, c'est quelque chose à suivre. On en avait déjà discuté de toute façon avec Christelle et ses services, mais c'est effectivement un véritable enjeu. Merci infiniment. Y a-t-il des questions à ce stade, des demandes d'intervention? Monsieur Landau, Bernard Landau, je te laisse passer le micro. Hortense, s'il te plaît. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez dire à qui ou pas vous voulez poser la question. Bernard Landau. Oui, alors bon, je travaille avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris et je suis un ancien fonctionnaire de la ville de Paris, de la direction de l'urbanisme. J'ai une question, mais je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à ces questions, et pour rien, on travaille avec un certain nombre d'auteurs à sortir un livre à la rentrée qui s'appellera Pour en finir avec le petit Paris. Ma question est plus une question générale, si vous voulez. L'Île-de-France, si je ne me trompe pas, c'est 3% du territoire national. Le PIB, je ne sais plus très bien, 31. La population, 12 millions d'habitants. Les flux, c'est des flux mondiaux, on n'est pas dans des flux locaux. Moi, je suis assez proche des réflexions de M. Vell, c'est-à-dire que la métropole, c'est la France.
Là, quand on discute de l'énergie en Île-de-France, si vous voulez, il y a quelque chose que intellectuellement je ne comprends pas, tout en étant convaincu qu'il faut agir localement. Ça, j'en suis convaincu, et tout ce qui va dans ce sens-là est forcément vertueux et positif. Mais se donner comme objectif que l'Île-de-France est autonome sur ces questions-là me semble être intellectuellement une aberration totale. Enfin, je mets un peu les pieds dans le plat. Non, mais ça a été dit à plusieurs reprises. C'est pas non. vraiment un objectif. Où est la data ? Oui, enfin, si vous voulez, moi je constate quand même que dans les jeux d'acteurs, je m'intéresse à ces sujets, si vous voulez, depuis très longtemps, et on y travaille, on a fait des universités d'été, enfin bon, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, il y a quand même, quand on écoute tout ce qui est absolument passionnant comme informations qui sont données et enjeux qui sont donnés dans un proche avenir, vive Pompidou, quoi. Enfin, quelque part, il y a un manque, je trouve, au niveau national, d'une réflexion stratégique de planification et d'optimisation de ces questions sur la question du territoire national. Enfin, si vous voulez, la métropole du Grand Paris, c'est qu'il y ait des élus qui s'y intéressent, mais elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Enfin, je ne veux pas ouvrir le débat là-dessus aujourd'hui. L'Île-de-France ou la Pure peuvent construire des indicateurs, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces indicateurs, mais est-ce qu'on travaille aux bonnes échelles ? Qui veut répondre ? Je crois que la planification nationale a un peu disparu, je crois, mais... Non, alors, oui, c'est très intéressant ce débat. Déjà, moi, je me réjouis d'une chose, alors pas des 15 ans passés, mais l'hiver 22-23, où tout le monde a eu peur de délestage, a permis une chose que j'ai trouvée, moi, très positive, c'est cette commission mixte paritaire avec 150 auditions pour comprendre pourquoi la France avait perdu sa souveraineté énergétique. Donc déjà, ce besoin d'anticipation qu'on partage au sein d'Enedis, mais c'est un peu notre boulot, complètement. Je pense que voilà, la sensibilisation d'une quinzaine d'années où on faisait un peu, pardonnez-moi le terme, mais tout et n'importe quoi, en pensant que l'électron était magique, je pense qu'on a passé cette période-là. Après, sur le fait de travailler sur l'Île-de-France, là je rejoins, alors on l'a dit pudiquement tout à l'heure, il faut que l'Île-de-France, et Séverine je crois disait ça, prenne sa part dans une augmentation du volume de renouvelables, parce qu'on sait que d'ici 2035, on n'aura pas de nouveaux EPR, je mets Flamanville de côté qui doit démarrer, mais on sait qu'on n'en aura pas, peut-être même 2035-2038. Donc si la hausse de consommation d'électricité est conforme au scénario qui a été fait par RTE et retenu par le président de la République, là pour le coup, même avec un prolongement du parc existant, il faut des ENR. Mais en Île-de-France, l'Île-de-France doit prendre sa part. Mais en avril 2021, Enedis a fait une prospective, alors qui a été moins médiatisée que celle de RTE, et qui a été régionalisée à 2050. Dans tous les scénarios, et il y en a plusieurs de notre prospective, jamais l'Île-de-France n'est autosuffisante en énergie. Et c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Donc voilà. Voilà, je vais dans le sens de Frédéric. Je pense qu'effectivement, on l'a dit, le réseau, en fait, il permet justement de répartir en fait les choses et de mettre en commun, les outils de production. Alors, vous parlez d'éléments de planification. On se termine aujourd'hui, mais si vous avez envie d'y répondre, on peut vous donner un petit délai supplémentaire. RTE a lancé la consultation sur son schéma directeur de développement de réseau. Donc c'est ce qu'on prévoit en fait pour effectivement répondre aux ambitions de décarbonation, Fit for 55, retour de la souveraineté. Donc c'est bien un outil de planification du réseau 400 000 volts en particulier, plutôt sur tout le territoire français. Et ça se fait bien effectivement sur le territoire et bien avec une notion lien réseau-production, moyen de production. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, monsieur ? Le jeune homme qui est là. Bonjour, Guillaume Lermé, Société Artelis. Donc c'est un bureau d'études. On travaille beaucoup, par exemple, sur le SRCAE ou sur des schémas directeurs des énergies. Notamment, j'ai travaillé pour Grand Paris Sud sur la question des data centers et beaucoup d'autres ENR. Et ce qu'on avait vraiment porté auprès de la métropole pour les accompagner, c'était le fait de réfléchir conjointement, quand ils proposent des fonciers aux candidats pour data centers, de le faire à côté des réseaux de chaleur existants ou en partenariat avec des industriels proches, justement pour réutiliser la chaleur fatale. Et est-ce que cette réflexion, justement, foncier, réseau de chaleur, data center, est quelque chose qui se fait un peu systématiquement, ou du moins est-ce que c'est quelque chose
que vous essayez de mettre en avant vis-à-vis de vos clients pour récupérer cette énergie qui sinon serait perdue et qui représente, comme vous le disiez, des volumes assez gigantesques? Alors, moi, mes clients, moi, ils se raccordent au réseau électrique, donc je suis pas forcément, j'ai pas forcément de messages à leur donner sur la chaleur. Par contre, ce qui est évident, c'est d'ailleurs, on a commencé un petit peu à y réfléchir avec l'Institut Paris Région, c'est finalement de se dire, nous, on a réfléchi d'un point de vue réseau, quelles seraient les zones favorables d'un point de vue réseau pour accueillir des campus assez importants, et puis on essaye de croiser avec eux les cartes foncières pour qu'effectivement on fasse ressortir un peu en vert, entre guillemets, du foncier qui serait en fait à privilégier pour des data centers, et privilégier suivant quel angle? Eh ben, effectivement sous l'angle proximité avec des réseaux de chaleur, sur le fait que ce soit déjà du foncier artificialisé, sur le fait que ce foncier-là ne soit pas identifié au sein du SDRIF comme étant une zone où on fait revenir d'autres industries. Enfin, voilà, donc on travaille un peu avec eux, c'est plutôt, on va dire, un travail un peu universitaire, un peu pour l'instant technique et théorique, mais on regarde effectivement bien ça, parce que je vous rejoins, c'est vraiment multidimensionnel, hein, la question des data centers, c'est effectivement une question énergétique, mais pas que. Il y a aussi une question effectivement foncière, il y a aussi une question d'industrie, hein, si une industrie vient, peut-être elle prend la place à une autre. Il y a une question aussi d'urbanisme, c'est pas toujours... ça ne correspond pas toujours au canon urbanistique et autres. Donc on essaye un peu de croiser nos cartes et de regarder ça. Donc pour l'instant on travaille, on va dire de manière en interne, on partage, on échange évidemment avec la DRIEAT là-dessus. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on fera de ces résultats, mais c'est bien comme ça qu'on essaye d'appréhender les choses pour un peu une orientation et une planification. Pierre-Yves Dulac, tu voulais intervenir? Oui, je veux juste compléter, répondre à la question. Enfin, en ce qui concerne Engie, la réponse est oui à 100%. Dès qu'il y a un projet de data center qui est identifié, on est évidemment en collaboration avec les investisseurs, puisqu'on essaie de voir s'il y a un réseau de chaleur qui existe, ça c'est le plus simple, et on récupère la chaleur fatale. On peut aussi en faire du froid. On peut aussi regarder le développement de certains réseaux, et vous leur parliez de Grand Paris Sud, on est dessus évidemment dans l'Essonne en particulier, pour aller encore plus loin. On peut même envisager la création d'un nouveau réseau. C'est un peu plus compliqué économiquement, mais la réponse est 100% oui, bien évidemment. Voilà. Eh bien, on est rassurés. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, parce qu'après, c'est l'heure du café. Hein. Donc, mais on a le temps de prendre vos questions et on s'en félicite parce que c'est intéressant de dialoguer. Donc, on vous en prie. Vous pouvez vous présenter ou pas, comme vous voulez. Bonjour, Fariel Goulamoussen, je suis de l'université Gustave Eiffel, donc l'université nationale qui a son siège à Champs-sur-Marne. L'université Gustave Eiffel elle pilote 2 programmes équipements prioritaires de recherche, un sur la ville durable et les bâtiments innovants, l'autre sur la digitalisation, la décarbonation des mobilités. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a un triptyque de travail qui sont comment est-ce qu'on objective avec des données, donc avec une quantité de données très hétérogène. Comment est-ce qu'on modélise et comment est-ce qu'on évalue les politiques publiques. Et dans ce cadre-là, effectivement, la création d'aller vers un observatoire de la décarbonation en Ile-de-France nous semble à la fois pertinent, mais pose aussi la question du partage de la donnée, du partage des méthodes et du lien notamment avec les académiques qui sont effectivement en amont, en vue notamment de pouvoir éclairer les politiques publiques et la planification. Alors, moi, j'ai une question. Quels sont vos liens avec les académiques? Et évidemment que l'université Gustave Eiffel et les programmes d'équipement prioritaire de recherche sont au service de la planification écologique et au service de la manière dont on peut éclairer les politiques publiques, notamment là aujourd'hui avec ces 2 programmes qui vont durer jusqu'en 2030. Je ne sais pas vraiment à qui la question s'adresse. Nous, on travaille au Journal du Grand Paris avec vous, hein, et on s'en félicite. Et vous l'avez compris, hein, nous, on a une posture très très modeste de conviction qu'il est nécessaire de partager ce débat et ces questions. Donc on se cantonne à ça et le plus on travaille aussi avec la chaire Aménager le Grand Paris. Là, on se félicite qu'il y ait l'école d'ingénieurs de la ville de Paris qui soit là. Et si on peut se refléter leur lumière, nous sommes très
nous serons ravis. Je ne sais pas si Christelle Sergex, vous avez des liens avec l'université. Vous êtes bien doté en compétences chez vous, mais... Au niveau de l'Institut Paris Région, certainement. Et sur les sujets de mobilité, on a un département mobilité-transport, justement, qui produit pas mal de données, qui porte là un nouvel observatoire du fret et de la logistique qui a été lancé récemment. Et donc, je vous invite à vous rapprocher, si ce n'est pas encore déjà fait, de l'Institut. Et au-delà, d'ailleurs, du département mobilité-transport, il y a d'autres départements qui pourraient... C'est compliqué parce que à chaque fois, là, dans l'évaluation des politiques publiques, il peut y avoir effectivement des approches sectorielles, thématiques, mais dès qu'on va être sur des sujets plus globaux ou la ville durable, je crois que c'était ce que vous aviez mentionné, on a différents types d'expertise et de données qui peuvent être nécessaires, et là, on est obligé de croiser les expertises, et donc chez nous, c'est aussi travailler avec plusieurs départements, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien, y compris dans le cadre du Rose. Très bien. Eh bien, je vois pas de main qui se lève, donc aucun obstacle à ce qu'on puisse applaudir nos interlocuteurs et aller boire un café. Merci à tous.